meilleur moyen d'avoir le silence. Outre la symbolique que vient d'évoquer Philippe, Pas plus fort. tout d'abord, effectivement, l'importance que peuvent prendre les objets dans l'écoute. Effectivement, ce coup-là appelle l'attention. Et voilà pourquoi, lorsque Philippe, que je remercie, l'Institut de gérontologie sociale, ici, l'association qui nous accueille à chaque fois, le Jardin d'Haïti, lorsqu'il m'a demandé de réfléchir en tant que professeur en sciences de l'information et de la communication et sociologue de formation à cette question de l'écoute, je me suis dit, mais c'est terrible parce que ça a été dit d'une autre façon par mes collègues avant moi. Nous sommes dans un espèce d'artefact et on est très souvent davantage dans de l'incommunication que dans de la communication. Et quand je commence à faire cours à mes élèves en première année, je leur dis toujours qu'à partir du moment où deux personnes communiquent vraiment, c'est souvent un accident. Donc c'est une dimension assez critique que je vais avancer, mais dans laquelle la place des objets, vous allez le voir à la fin, a une place toute importante, que ce soit des objets tels que ce maillet, ou alors ces prothèses que je porte, là, des deux côtés, qui me permettent de vous entendre, voilà, d'être en contact direct avec mon smartphone, voilà, d'être hyper connecté, que je peux contrôler au bout des doigts. Donc, cette écoute, voilà, c'était juste pour te montrer la mise en œuvre. Tu peux y aller. Il faut tout lui dire. Alors, d'où je parle, donc, c'est très important de, ça a été dit, de rappeler le contexte aussi d'où on parle. Je travaille à l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement du développement durable et notre mission est vraiment d'inventer la ville de demain. D'inventer la ville de demain et notamment tout ce qui est environnement connecté, du logement jusqu'à la cité. Et une partie de ces travaux, je vous les présenterai à la fin. Je suis souvent venu ici vous parler des innovations que nous avons entamées, mais ce ne sera pas l'essentiel de mon propos. Alors, dans le résumé que vous avez peut-être lu, j'ai commencé par dire que écouter l'autre, semble-t-il, n'est rien de plus naturel dans ce qu'on appelle les échanges interpersonnels humains. C'est-à-dire que les échanges interpersonnels humains seraient la base d'une bonne écoute. La redondance informationnelle serait la base d'une bonne écoute. Il faut reprendre l'information pour le faire. Toutefois, le récepteur, et ça a été dit ce matin autrement par mes collègues, n'est jamais le clone de l'émetteur. Jamais, 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 jamais. Et même en sciences de l'information et de la communication, après de nombreuses années, on n'est pas en mesure de proposer une théorie, un modèle de ce que pourrait être une bonne écoute, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi, et j'essaierai de vous dire pourquoi c'est finalement un espèce d'artefact, une espèce de construction, de rhétorique, une vulgate, finalement, cette écoute. Alors il y a d'autres mots qui sont utilisés là-dedans, qui sont largement coextensibles de différentes cultures ou de contextes d'interaction. La notion d'interaction, j'interviendrai beaucoup dessus, encore une fois, parce que je pense que c'est une des notions les plus importantes que nous aurons à discuter aujourd'hui. Alors, l'approche que j'ai... Alors, surtout, bien sûr, quand nous sommes en coprésence avec des personnes en situation de handicap, de fragilité, de vulnérabilité, comme c'est le cas pour les personnes pour l'avancée en âge, notamment. Alors, l'approche ici est volontairement critique, et j'espère que nous pourrons en débattre. Dans une première partie, justement, sur cette espèce d'artefact, c'est-à-dire cette lutte inégale pour réduire les bruits, parce que quand même, classiquement, ce qui fait qu'on n'entend pas l'autre, c'est qu'il y a une succession de bruits, voilà, et que nous sommes nous-mêmes pris dans ces bruits, et que finalement nous sommes aussi dans une lutte permanente contre l'entropie, c'est-à-dire la dégradation de l'ensemble de notre environnement.
Et cette lutte est très inégale finalement pour épurer le bruit, parce que les bruits sont très présents partout. Voilà. Ils conditionnent notre manière de faire. Et parfois aussi, peut-être êtes-vous d'accord avec moi, il y a des vertus de la communication. C'est-à-dire ne pas comprendre l'autre, oui. Dire je ne suis pas sûr d'avoir bien compris est une bonne manière de s'en sortir aussi. C'est-à-dire que la communication peut paraître quelque chose de gênant, mais ça peut aussi être quelque chose de très accommodant, à tout point de vue. Et ensuite, le dernier point, parce que c'est toujours par ça que j'ai commencé quand Philippe Picot me demandait d'intervenir ici, c'est que vous avez maintenant une écoute résolument digitale. Je vais vous montrer quelques expérimentations que nous faisons, parce que cette écoute maintenant, elle peut être H24, avec un certain nombre d'objets connectés, voilà, qui peuvent vous écouter, qui peuvent capter de la donnée sur ces éléments. Alors le premier point, parce que je pense que c'est vraiment très important, est de revenir sur la question de l'artefact. Alors là, vous n'aurez pas à lire la définition, ce sera dans l'ouvrage, mais c'est extrêmement important de revenir sur certains points. Alors j'ai tiré cette expression-là du TLF, c'est le trésor de la langue française. Si vous avez besoin de retrouver des étymologies en ligne, le TLF est vraiment la référence. Vous trouverez. C'est une source importante. Et dans cette étymologie, c'est vraiment l'artefact est ce qui est réalisé par l'homme et un espèce de produit artificiel. Et cette écoute, on le voit bien quand elle est médiée par un certain nombre d'objets, dont ceux que je contrôle avec mon smartphone, voilà, qui sont les deux oreilles. Voilà. Je suis dans une espèce de production parce que je peux complètement couper le son, voilà, ou le réduire, ou le transformer. Donc, quelque part, cette dimension de l'humain et du non-humain doit être pris en compte, et voilà pourquoi je parle d'artefact, c'est-à-dire cette espèce de construction particulière. Alors, vous allez voir par la suite aussi, je pense que la question d'écoute aussi fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les mots du pouvoir, comme la bienveillance et autres, qui sont à interroger d'une manière critique. Alors, donc, cet artefact, voilà, c'est vraiment aussi un produit de l'industrie. Ce sont des objets artificiels. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'écoute n'est pas qu'une question d'échange interpersonnel humain. Oui. Ce micro fait partie de ces artefacts, notamment. Alors, c'est pour ça que lorsque Philippe m'a demandé de travailler là-dessus, je me dis, mais punaise, quel défi pour un professeur en sciences de l'information et de la communication de parler de l'écoute, alors qu'il a tellement de choses critiques à dire là-dessus. D'autant plus critiques que je travaille actuellement, je termine un ouvrage qui s'appelle « Communiquer une souffrance ». C'est-à-dire qu'une partie de mes travaux montre comment on essaie, dans des communications de type interpersonnel, mais aussi des communications médiées par des objets techniques, on arrive à faire évaluer une souffrance. Alors, effectivement, ce marteau, si je l'ai sur le toit, oui, de ce bâtiment, et je le laisse tomber en bas, oui, j'aurais besoin de convaincre personne d'entre vous qu'il y arrive, oui. En revanche, si je prends ce même marteau et que je me tape sur les doigts devant vous, oui, ce que je ne vais pas faire, je vous rassure, mon exercice corporel, ma manière d'être, voilà, va vous donner un certain nombre d'informations sur la souffrance qui va être la mienne. Et là, vous pourrez avoir plusieurs réactions en fonction de la taille du marteau, en fonction de votre rapport à l'autre, et en fonction de ce que j'ai appelé dans mes travaux des croyances évaluatives. Et je m'en expliquerai par la suite. Alors, l'ouvrage est presque terminé, il devrait paraître, mais pour celles et ceux d'entre vous qui savent à quel point c'est difficile en ce moment d'édition, et le temps, il a pris vraiment beaucoup de temps.
dans la conception et la réalisation. Alors, ce qui est très important, si je me tape sur les doigts, c'est que mon lexis corporel, alors je vais poser le micro un instant, la manière dont je vais m'exprimer, donc je vais crier, va vous donner cette information sur la nature même de la douleur. La première réaction que vous pourriez avoir, c'est de venir vers moi, me dire, mais est-ce que tu as mal? Et quelle est la nature de la douleur? Alors si c'est un tout petit marteau, de rien du tout, et que je hurle, on va me dire, franchement, voilà, il n'a pas vraiment mal, il ne souffre pas. Mais il pourrait aussi y avoir une autre réaction d'un certain nombre de personnes qui disent, il ne sait vraiment pas se servir de ce marteau, ou alors pire, c'est bien fait pour lui. Voilà. Donc, cette question, elle est très importante parce que c'est celle qui forge dans la souffrance ce qu'on appelle les croyances évaluatives. Alors, des sociologues comme Luc Boltanski ont beaucoup travaillé sur la souffrance à distance et je me suis beaucoup inspiré d'eux parce que reconnaître ou entendre ou écouter la souffrance de l'autre dépend beaucoup des croyances profanes liées à l'expérience. Ça va, c'est-à-dire que la qualité qu'on a, il y a beaucoup d'expériences personnelles qui ont été montrées, qui sont venues ce matin, ce sont vraiment des croyances de type profane. Je suis dans l'écoute de l'autre, etc. Et je sais qu'il souffre de cette manière-là. Il y a aussi beaucoup de croyances expertes selon des indicateurs, des chiffres officiels qui nous sont communiqués. Et on l'a vu dans la période pandémique, il y a eu une succession absolument incroyable d'indicateurs sur les personnes hospitalisées, sur les personnes contaminées. Et nous avons été dans des croyances expertes qui nous ont complètement, parfois paralysés et parfois désinformés, véritablement sur la nature même. Et les croyances médiatiques liées au traitement de l'actualité. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé avec les EHPAD et la souffrance des personnes, mais on voit bien que ces croyances médiatiques ont une dimension extrêmement importante. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous êtes allé chez le médecin parce que vous aviez mal, et on vous a demandé d'évaluer votre douleur de 1 à 10. Oui. Moi, j'ai pris l'habitude de répondre 3,14. Voilà. Parce que c'est extrêmement difficile d'évaluer. Alors, je vous garantis que certains médecins ont pris au sérieux. Ils ont vraiment marqué 3,14. Et là, je me suis allé la soirée. La dernière fois que vous avez dit 3,14, vous n'avez pas compris que